vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. La petite municipalité de Caplan en Gaspésie avance avec son projet de bassin de décantation des eaux. Elle a obtenu le feu vert du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour aller de l'avant avec son projet de traitement des eaux usées. Il lui faudra cependant obtenir l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour poursuivre ce chantier si nécessaire. Il reste près de 76 municipalités au Québec qui déversent leurs eaux usées dans les rivières, le fleuve ou dans le golfe Saint-Laurent en 2025. Alors, comment les technologies et les innovations peuvent nous aider à valoriser nos eaux usées et rêver peut-être à une économie circulaire de l'eau? Pour le savoir, restez avec nous. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux eaux usées des municipalités, aux nécessaires chantiers à entreprendre en matière d'assainissement. Pour en parler, je suis en compagnie d'Édith Laflamme, directrice générale du Centre des technologies de l'eau, CETO, un centre collégial de transfert de technologies rattaché au Cégep de Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Doug Howling, professeur agrégé à Polytechnique Montréal, qui est spécialiste en épuration biologique. Bonjour. Bonjour. Donc, la municipalité de Caplan, en Gaspésie, déverse toujours ses eaux usées dans la baie des Chaleurs. Il resterait en 2025 près de 75 municipalités québécoises sans traitement efficace des eaux usées. Avec le vieillissement des infrastructures et l'intérêt grandissant des citadins pour les régions, les chantiers d'assainissement pourraient contribuer à la mise en place d'une économie circulaire de l'eau, du fleuve au fleuve. Donc, pour commencer, je vais commencer avec vous, Madame Laflamme. Quels sont les principaux défis auxquels font face les municipalités du Québec en matière d'assainissement des eaux en 2025? Il y a plusieurs défis. Oui. Un des défis que je vois, en fait, pour celles qui ont déjà des stations d'épuration, c'est le vieillissement de ces stations-là. Mm-hmm. Il y a aussi encore beaucoup de réseaux unitaires. C'est quoi un réseau unitaire? Des réseaux unitaires, c'est des réseaux dans lesquels les eaux usées sont mélangées avec les eaux de pluie. Ah, fait oui. que là, avec les changements climatiques, ça devient un peu plus problématique parce que quand on a des forts événements pluvieux, ça finit par flusher finalement. C'est d'où les déversements souvent dans la nature. Fait que ça, c'est un problème aussi. Puis un défi, c'est quand même aussi des contaminants d'intérêt émergent. C'est des contaminants qui étaient peut-être là par le passé, mais sur lesquels on ne se souciait pas. On parle de quoi quand on parle de on va parler des téflons. Ah, OK. Qui sont des contaminants qu'on arrive très mal à enlever, entre autres de l'eau. Oui. Fait que ça, c'est un proviennent enjeu. de notre vaisselle, c'est ça? Qui provient de quoi exactement? Ils peuvent provenir de plein de sources, entre autres tous les déperlants, les anti-feux, oui. les poêles Teflon, les trucs comme ça. OK. Donc ça, c'est un autre des problèmes. Produits pharmaceutiques aussi? C'est un problème aussi. Mais moi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de contaminants d'intérêt émergent, parce qu'il n'y en a pas juste un. Ah, oui. Ils sont nombreux. Ça serait difficile de tous les nommer. Oui. Mais tous ces contaminants-là, qu'on commence à bien mesurer, qu'on commence à saisir l'impact sur, entre autres, la faune aquatique, mais aussi sur les humains, ça reste des défis de traitement, là. OK. Pourquoi c'est un problème? Parce que c'est toxique? C'est toxique à long terme, souvent. Oui. Le problème principal, c'est vraiment d'arriver à les enlever. On a des défis technologiques. Il y en a qu'on n'a pas encore les solutions. Okay. Il y en a qui ont des solutions, mais que c'est pas de sens économique de le faire. OK, entendu. Donc, professeur Welling, de votre côté, quelle est l'ampleur du problème des débordements d'égouts au Québec? Est-ce que vous voyez ça comme un gros problème? Oui, c'est un problème. Notamment parce que si on cherche à faire un traitement dans la station d'épuration et on cherche toujours à améliorer le niveau de traitement, mais il y a une partie des eaux qui ne passent pas du tout par la station, donc il n'y a pas de traitement du tout. En plus, quantifier ces débordements devient difficile. On peut quantifier le nombre d'événements qu'on a, mais les compter, hein. Mais le volume d'eau dans ces débordements
et leurs impacts dans les milieux récepteurs, ça demeure un peu mystérieux dans certains cas. Si on regarde dans une station de pompage, par exemple, dans une station de pompage, le rôle, c'est de recevoir les eaux usées des égouts et ensuite de les relever à un niveau plus élevé pour que ça puisse continuer son écoulement vers la station d'épuration. S'il y a un débordement, on sait que l'eau est passée par-dessus... À sauter une étape, finalement? Le déversoir, mais est-ce que ça a été beaucoup d'eau? Est-ce que ça a été une goutte? Est-ce que ça a été... On est un peu face à manque d'informations. Madame Laflamme, en quoi les changements climatiques les plus intenses, fontes rapides, débordements, aggravent-ils les problèmes de traitement des eaux? Ça aggrave les problèmes de traitement, disons, d'une façon plus importante pour les villes qui ont des grosses portions de réseau en unitaire. C'est-à-dire beaucoup de monde, c'est-à-dire? Il y en a quand même beaucoup parce qu'il y a plusieurs vieilles villes, je pense à Montréal, Longueuil, Laval, qui ont encore un bon 60% de leur réseau qui sont unitaires, c'est-à-dire qu'on a une seule conduite. Les eaux de pluie et les eaux usées passent dans la même conduite. Quand on a des événements pluvieux plus forts, c'est sûr que là, les conduites, elles ne sont pas capables de le prendre. Fait qu'on a beaucoup de surverses dans ces temps-là ou des débordements. En fait, ça dépend d'où ça se place dans le réseau. Fait que les changements climatiques vont être plus importants pour ces cas-là. Pour les eaux usées, les changements climatiques, c'est surtout ça. En fait, quand on parle en eau potable, on peut avoir aussi des enjeux de pénurie d'eau en été, mais ça touche moins les eaux usées. OK. Du côté des changements climatiques, est-ce que c'est quelque chose... Welling, qui vous inquiète? Est-ce que ça vous affecte? Donc, je reprends un peu les commentaires de Edith. Quand on mélange les eaux pluviales avec les eaux usées dans l'égout, ça peut mener à des débordements, ce qui est un problème, comme on l'a discuté. Mais aussi, au niveau de la station d'épuration elle-même, on parle du débit, donc le volume d'eau, mais on parle aussi de la charge. Donc, la charge, c'est les kilogrammes par jour de polluants qu'on cherche à enlever, à traiter. Donc, si on augmente le débit à cause de la pluie, donc on augmente le volume, la charge, en principe, elle demeure la même parce qu'elle est proportionnelle au nombre de personnes qui vivent dans... Donc, on prend la charge, on divise par un volume qui est plus gros, et maintenant, on arrive avec des concentrations qui sont plus petites. Oui, une dilution, finalement. Une dilution. Et au fait, ça rend la job de traitement plus difficile. Plus difficile parce que que ce soit dans le physico-chimique ou que ce soit dans la biologie, avec les bactéries, avoir la même charge, mais plus concentrée, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Donc, cet effet de dilution des eaux usées, ça rend la job plus difficile dans la station d'épuration. Des fois, la station n'est pas capable de le prendre. En débit aussi. Des fois, le volume arrive tellement grand que la station d'épuration, elle atteint sa limite parce qu'on a toutes des infrastructures qui sont vieillissantes. Fait que c'est là que ça devient problématique. C'est un problème en deux temps. Parce qu'il n'est pas capable de recevoir le débit. Donc, il y a des débordements ou des déversements. Et la partie qu'elle reçoit, elle est très diluée maintenant. Et c'est plus difficile de faire le travail d'épuration à ce moment-là. Je vais rester avec vous. J'aimerais savoir quels sont les risques pour la santé humaine liés aux insuffisances de traitement qu'on arrive justement plus à... C'est quoi qui nous affecte, nous, citadins de ces villes-là? Donc, le contact entre le citoyen et l'eau, ça peut être la baignade ou ça peut être les activités à la pêche. On n'est pas forcément en train de se baigner dans l'eau, mais il y a un contact avec l'eau. Donc, si cette eau a des pathogènes dedans, ça peut créer des maladies. S'il y a d'autres éléments qui sont toxiques, soit de façon aiguë ou même chronique à long terme, donc voilà des impacts. L'autre aspect, c'est évidemment que les eaux des rivières, du fleuve, ça devient une source d'eau potable pour la population en aval. Voilà. Et donc, la qualité de cette eau, si elle est impactée par un mauvais traitement en amont, ils vont faire leur travail dans l'usine de filtration, de production d'eau potable, mais ça va être plus difficile pour eux. En amont. Et il se peut que lors, par exemple, de la désinfection, qu'il y ait des sous-produits
de désinfection. Qui reste dans l'eau. Qui reste parce Ouais. que peut-être qu'il y avait de l'azote ammoniacal ou qu'il y avait d'autres produits que lorsqu'on est venu avec le chlore, on a fait notre désinfection, mais il y a des produits qui restent. OK. Qui là aussi pourrait, outre le goût de l'eau des fois qui change, là, qui pourrait peut-être être un peu plus dommageable. Madame Laflamme, est-ce qu'on peut parler d'économie circulaire lorsqu'on parle de gestion des eaux du Québec? Au Québec, Oui. pas encore. Pas. On veut s'y rendre. Entre autres, je pense au Carrefour de l'eau là, qui est en train de se mettre en place à Québec. À laquelle on a l'intention d'utiliser la sortie de la station d'épuration, recycler l'eau pour en faire de l'eau potable, mais plus destinée pour les industries. Fait que là, on commence à vraiment parler d'une économie circulaire. Ça veut dire qu'on est même capable de venir vendre cette eau recyclée-là parce que ça a une certaine valeur aux entreprises pour être plus écologique, parce que les grands consommateurs d'eau sont quand même toujours pointés du doigt avec raison. Fait qu'ils pourraient prendre de l'eau usée, recyclée, pour avoir une meilleure image. Puis aussi, en même temps, ça limite vraiment la consommation d'eau potable. Fait que là, on commence à parler d'économie circulaire, mais on est un peu à l'idéation. On y travaille, mais pour le Québec, on a encore une perception d'abondance. Oui, c'est difficile. Il y a des gens qui... Mais on a une perception d'abondance. D'un autre côté, il y a quand même des villes qui manquent d'eau. D'eau potable. On a quand même des stations d'épuration. À quel endroit exactement des villes? Est-ce qu'on parle loin en région? Ah non, plus autour de Montréal. C'est plus... en région, ça dépend. C'est dispersé. Il n'y a pas de grande ville qui manque d'eau à l'heure actuelle, l'été, là. Mais quand même, on le voit, c'est encore un impact des changements climatiques. Là. Quand il pleut moins, forcément, il y a un peu moins d'eau l'été. Mais c'est ça, on est encore à l'idéation pas mal. Okay. Professeur Welling, c'est important donc de prendre en compte l'analyse du cycle de vie pour avoir une vue globale des coûts et des bénéfices pour prendre les bonnes décisions. Et je peux peut-être essayer de vous faire parler aussi sur cette économie circulaire de l'eau, là. Est-ce qu'on se dirige vers ça? Est-ce qu'on se dirige vers ça au Québec? Oui. Je crois que oui. Je crois que... il y a toujours une abondance d'eau au Québec de façon générale, mais comme Edith l'a dit, dans certaines villes, c'est pas tout à fait le cas. Et peut-être en moyenne, à l'année longue, en moyenne, il y a suffisamment d'eau. Mais pour les quelques semaines pendant l'été où c'est l'étiage, là, les gens souffrent, disons. Ah oui, quand même. Donc, si on peut pallier ces manques d'eau avec des effluents traités des stations d'épuration et le vendre, ça, je pense que ça va dans cette direction maintenant. Oui, de bien traiter, de mieux traiter. Ou alors de celles qui sont moins traitées, pas qu'elles soient pour la consommation humaine, mais plutôt pour le secteur industriel? Le secteur industriel, mais le grand congrès, on avait parlé des États-Unis, le grand congrès du traitement des eaux usées aux États-Unis, WEFTEC, normalement, il y a une démonstration c'est pas une vente de bière, mais il propose aux gens de la bière fabriquée avec des effluents traités d'eau usée. Donc, ça peut montrer à quel point on peut aller loin, non seulement dans le traitement, mais aussi dans l'acceptabilité publique. Avez-vous goûté ces bières-là? Personnellement, non. Ah. Moi, j'ai goûté. Alors, ça goûte quoi? Ça goûte la bière. Ça goûte la bière. Madame Laflamme, mettre aux normes les stations d'épuration, est-ce que c'est la priorité actuellement? Au Québec, c'est clairement une priorité. Les gens, ils travaillent très fort quand même. Mais ça va doucement. Okay. Qu'est-ce qui manque quand on parle justement de normes? Les normes sont là, ça va. Le problème, c'est que ces stations d'épuration-là, typiquement, appartiennent à des villes. Fait que là, on parle de fonds publics. Fait qu'il faut financer la construction ou la réfection de ces usines-là. Puis ça va quand même doucement.
Les villes n'ont pas énormément de moyens, c'est ça? C'est un peu un des enjeux. Là. C'est assez difficile pour un politicien de dire je vais vous faire une belle station d'épuration toute neuve. Okay. C'est pas très vendeur? C'est pas très vendeur. Les gouvernements sont toujours réticents aussi, je pense entre autres au Québec, de financer aussi. Fait que c'est pour ça que ça avance doucement. Mais c'est là-dessus que les gens travaillent le plus actuellement au niveau des eaux usées. C'est une vision sombre. En fait, on la voit pas. Elle est cachée un petit peu, hein, cette vision-là de il faut traiter les eaux usées et c'est important. C'est pas très, très vendeur. Ben c'est ça, c'est un enjeu des eaux usées. En fait, comme la plupart des gens, quand ils flushent leur toilette, ben dans le fond, ils ne savent pas vraiment où ça va. Qu'est-ce qui se passe après? On s'en soucie plus. On a un peu plus de soucis avec les déchets, je pense. Les gens voient plus des camions se promener, des trucs comme ça. Fait que c'est un défi de communication du public, de sensibilisation pour que les gens en prennent conscience. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous manquez d'étudiants qui se dirigent dans votre filière? Je pense que oui, c'est une des raisons, parce que c'est très peu connu, en fait. Comme c'est pas connu, les métiers de l'eau, les gens s'y intéressent pas. En fait, ils savent pas c'est quoi. On a du mal à recruter des jeunes à venir se former pour travailler dans le traitement des eaux. Fait que ça crée une grande pénurie de main-d'œuvre. Oui, j'entends bien. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, prenez des notes. Professeur Welling, pouvez-vous nous partager des innovations ou des technologies prometteuses? Je ne vous ferai pas faire de la bière, là, mais... Dans le domaine des épurations biologiques des eaux. Oui, dans votre domaine. Oui, donc au Québec, on a beaucoup de stations de lagunage au Québec. C'est quoi une station de lagunage? Donc, c'est un étang. C'est un étang. C'est comme des petits lacs qu'on creuse, dans lesquels on amène les eaux usées. Est-ce qu'on appelle ça des bassins décantation aussi? Ou c'est pas la même chose? Non? Il y a de la décantation qui se fait dedans, mais il y a aussi de la biologie. Donc, c'est une des infrastructures qui a été beaucoup construite au Québec au début des années 80, 90. Oui. Et maintenant, on doit mettre à norme ces stations-là pour faire une épuration qui ne sont pas très bien adaptées à faire. Donc, les stations d'étang aéré qui existent peut-être 400, 500 au Québec, on est en train dans certains cas, aller amener des innovations en amenant des médias de support sur lesquels d'autres bactéries peuvent croître pour enlever des polluants qui n'ont pas été vraiment conçus pour faire. Oui, parce que la gestion des matières solides, c'est pas juste de la flottaison, d'après ce que j'ai compris, c'est aussi des traitements qu'on rajoute, c'est ça? C'est ça. Au fait, dans ces infrastructures-là, pour que ça soit vraiment un traitement biologique, il faut avoir de la biologie. Ben oui. Et donc, il faut favoriser la croissance des bonnes bactéries. Et dans les étangs aérés, traditionnellement, on avait des bactéries qui enlevaient bien la matière organique, mais moins bien les nutriments, notamment l'azote. Donc, c'en est un. Ça, c'est pour les petites villes au Québec. Pour les plus grandes villes, comme Montréal, par exemple, Laval, Longueuil, c'est là où ils ont fait un traitement seulement de la décantation, dans le fond, dans le passé. Maintenant, ils doivent amener un traitement biologique. Aussi, ça rajouter finalement. Donc, ça prend des nouveaux bassins, ça prend des nouveaux espaces pour traitement, mais ils n'ont pas beaucoup d'espace. Ah, OK. Donc, ça prend des moyens de valoriser ça, peut-être? Est-ce qu'on peut valoriser et transformer ça en engrais, par exemple, ou en d'autres choses? Effectivement. Donc, tout ça, les bactéries qui vont pousser en enlevant la matière organique, en fin de compte, ces bactéries-là, on peut les valoriser comme engrais. Et ça peut être épandu sur les champs agricoles de cette façon-là. Mais il y a des étapes de transformation qui doivent se faire pour réduire les volumes. Et aussi, il y a des pathogènes dedans, donc décontaminer les pathogènes, entre autres. Oui, ou le faire brûler pour justement faire fonctionner l'usine de traitement, par exemple, et de valorisation des boues. La valorisation, ça passe effectivement par capture de l'énergie qui est dans cette matière organique-là, et on peut le faire en le brûlant.
Mais on peut le faire aussi par un procédé qui s'appelle la biométhanisation. Méthanisation? C'est ça, biométhanisation. Et donc, on peut capturer ce qui est, dans le fond, le gaz naturel. Qui s'échappe? Qui est généré lorsque toute cette matière organique et ces bactéries sont digérées sous des conditions anaérobies. Donc, ça s'appelle... C'est important parce que ça, c'est un des GES, un des gaz à effet de serre, le méthane. Donc, Oui, donc quand ça s'échappe à l'atmosphère, ça devient un problème. Mais si on le capture, là, comme dans des bonbonnes, on peut s'en servir comme... fuel, c'est ça? On peut chauffer des bâtiments connexes avec. On peut le récupérer pour en faire quelque chose. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui se fait, Mme Raffin? Ça se fait. Oui. Au Québec, il y en a. Il y a des stations d'épuration qui ont une biométhanisation dans laquelle ils réinjectent dans le réseau, je pense, de gaz métro. Ça se fait beaucoup en Europe. Entre autres, en Suède, je pense qu'il n'y a pas une station d'épuration qui n'a pas sa petite usine de biométhanisation. Typiquement, ils vont chauffer les bâtiments municipaux avec. Oui. Mais c'est bien, parce qu'on a besoin de chauffage, surtout ici. Donc, du côté des innovations et des technologies prometteuses de votre côté, justement avec peut-être le projet du Carrefour de l'eau de Québec? Bien, le projet de Carrefour de l'eau, c'est une technologie prometteuse. Il y a plusieurs technologies qui sont prometteuses au Québec. Il y a même des startups québécoises qui travaillent là-dessus. Travaillent sur quoi? On va travailler, par exemple, sur des nouveaux médias pour favoriser la biomasse, pour aider le traitement. On va travailler sur des optimisations de stations d'épuration. Ça, c'est pas des médias qu'on connaît, c'est des médias, en fait, c'est un moyen de traitement, finalement. Bien, le média, c'est comme des condos à bactéries. Oui. C'est un truc dans lequel on veut vraiment favoriser la croissance pour aider le traitement biologique. Fait que ça, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de tenir les bactéries. Puis il y a même des startups, il y a des compagnies québécoises qui travaillent là-dessus, qui ont des belles idées. Un des trucs là-dessus, c'est que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de freins aussi à l'innovation. C'est qu'on a plein de startups, il y a plein d'idées, il y a des compagnies québécoises, mais pour arriver à les installer... de financement, je suppose, c'est ça? Bien, il y a des freins. En fait, on a besoin de validation technologique. Puis souvent, c'est des installations municipales. Fait que c'est rare que les gens veulent installer quelque chose qui n'a pas été testé. Fait que là, ça devient difficile s'il n'y a personne qui teste de tester. Fait que, on va appeler ça un peu un défi du client zéro. Là, c'est qui le premier qui va l'installer? Fait qu'il y a des villes qui sont un petit peu plus innovantes, mais il y a quand même des défis au niveau de cette validation-là, parce que pour avoir le droit, il faut qu'on soit autorisé par le ministère de l'Environnement. Fait que là, ça prend... Il faut passer à travers toute une série de... Est-ce qu'il y a le syndrome de pas dans ma cour? Parce que c'est pas forcément des traitements qui sont très bons non plus et tout ça. Et ça demande aussi de la place, ça demande... pour la station d'épuration, le pas dans ma cour, pour les essais, des nouvelles innovations? Non, c'est pas si pire. Ça va, c'est plutôt... je dirais que c'est le contraire. C'est pour qu'une ville veuille installer ça dans sa municipalité, ils aiment bien l'avoir vu chez eux fonctionner. Ah, OK. Comme ça, ils savent. OK, ça a marché chez nous, ça va être bon, je vais pouvoir l'installer. Fait que là, on est souvent obligé de passer par des essais pilotes, des démonstrations avec l'eau de la ville proprement dit pour montrer que ça marche chez nous aussi. Ben oui, c'est sûr. Ça, Welling, oui. J'ai déjà entendu un représentant de ville disant... Nous, on ne veut pas être le premier. On aimerait être genre quatrième. pour que les autres... L'autre le teste, puis ici, ça marche. Oui, c'est ça. Je m'intéresse. Ça, Welling, quelle serait la priorité absolue pour améliorer la gestion des eaux usées au Québec et dans les prochaines années? C'est quoi les priorités? Là où les priorités? Là, on va dire. Mais les drivers, je crois, il y en a deux. C'est les règlements ou les normes. Et actuellement, pour les grandes villes, c'est les normes qui viennent au fait du fédéral que tout le monde doit faire un traitement biologique. Donc, pour les stations, les grandes villes, Montréal notamment, qui font seulement un traitement séparation des solides actuellement, ils doivent se mettre à normes pour un traitement biologique. Donc, ça vient des gouvernements. Mais l'autre, le driver, c'est simplement les besoins réels. Donc, s'il manque d'eau, ou si, par exemple, on le voit dans la rivière de Mille-Îles en été,
quand il y a moins de débit dans cette rivière-là, les impacts des effluents des stations d'épuration qui longent la rivière des Mille-Îles a plus d'impact sur la qualité d'eau. C'est important, évidemment. Et donc, là, c'est un autre driver où c'est même la population qui va exiger que, regarde, ça nous prend un meilleur traitement parce on a besoin d'une qualité d'eau qui est acceptable évidemment, en été. Madame Laflamme, je vais terminer avec vous. Comment sensibiliser la population à la protection de l'eau usée comme ressource? Et est-ce que le public comprend bien le parcours de l'eau une fois qu'elle quitte la maison? Là, je devine un petit peu la réponse. Bien, la sensibilisation, c'est super important. C'est sûr que le grand public maîtrise pas bien tout le parcours de l'eau, que ce soit l'eau usée qui part de la toilette qui s'en va vers la station d'épuration. Ça, c'est complètement obscur. C'est sous terre. Déjà, il faut dire que ça aide pas. Puis on ferme le clapet. Puis ça sent mauvais, fait qu'on s'y intéresse pas forcément. Mais on a aussi l'autre morceau qui est l'eau potable. L'eau potable, il y a encore beaucoup de monde qui pense qu'on rouvre le robinet puis que ça coule. Fait que beaucoup de sensibilisation du public sur le cycle complet de l'eau dans la ville. Puis nous, ce qui nous aide beaucoup souvent, c'est quand il y a des inondations. Là, tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à l'eau. Surtout qu'elle reflue des fois des toilettes. Fait que là, ça aide un peu à maîtriser des enjeux qui sont toujours un peu moins intéressants, en fait, à la base. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'incitatifs. Il y a le CIO, entre autres à Laval, le Carrefour de l'eau, qui veulent aussi faire beaucoup de sensibilisation. Des vitrines, finalement. Des vitrines pour éduquer un peu le public. Puis une émission comme aujourd'hui, c'est bien parce qu'au moins, on peut en parler. Puis je pense que plus qu'on va en parler, ça va peut-être finir par intéresser les gens. Ils vont aller s'informer soit sur Internet, soit les différentes... Il y a beaucoup d'informations de disponibles. Je pense que le problème, c'est que les gens ne s'y intéressent pas. Oui. Une fois qu'on ferme la porte des toilettes, généralement, on s'en intéresse peut-être un peu moins. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie d'Édith Laflamme, la directrice générale du Centre des technologies de l'eau, le CETO, le Centre collégial de transfert de technologies rattaché au Cégep de Saint-Laurent, et de Dweg Howling, professeur agrégé à Polytechnique Montréal, spécialiste épuration biologique. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Barcher, à la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la et vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Passez une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science...